Claire Moreau, 27 ans, vivait dans un petit appartement du 14e arrondissement de Paris, tout près de la gare Montparnasse. Les murs étaient minces, l'eau chaude, capricieuse, mais c'était le seul endroit qu'elle pouvait offrir à son fils de 5 ans, Louis. Depuis la naissance de l'enfant, Claire élevait seule ce petit garçon curieux au regard vif. Elle avait abandonné ses études pour enchaîner les petits boulots, serveuse, vendeuse en boutique, assistante administrative à mi-temps. Mais depuis quelques mois, elle n'avait plus de travail fixe et les économies fondaient comme neige au soleil. Ce matin-là, Claire se réveilla avant l'aube. Louis dormait encore, recroquevillé sous sa couverture usée. Elle resta un instant à le regarder respirer doucement, puis se leva, prit une douche froide, s'habilla avec sa tenue la plus soignée et prépara un petit déjeuner simple, une tartine, un verre de lait. Elle n'avait pas l'appétit, l'angoisse lui serrait l'estomac. Aujourd'hui, elle avait une entrevue décisive dans une grande entreprise de technologie située près de la Défense. Une chance inespérée, peut-être la dernière. Mais une fois prête, un nouveau problème apparut. La voisine qui avait promis de garder Louis l'appela à la dernière minute pour annuler. Elle était malade, ne pouvait pas sortir du lit. Claire essaya d'autres options. 2 amis, une ancienne collègue, même la crèche où Louis allait parfois. Toutes les portes restaient fermées. Elle n'avait personne, sauf Louis. Elle n'avait pas le cœur à le laisser seul, même quelques heures. Et il était trop petit pour l'emmener à un entretien aussi important. Le temps filait. Claire prit une décision insensée. Elle partirait avec lui et improviserait. Elle s'habilla rapidement, aida Louis à enfiler son manteau et ensemble, ils prirent le métro direction Montparnasse pour une correspondance. Aux heures de pointe, la station était bondée. La foule se pressait dans les couloirs. Les visages étaient fermés. Personne ne prêtait attention à une jeune femme en détresse tenant la main d'un petit garçon. Dans cette marée humaine, Claire repéra un homme seul, debout à l'écart. Il portait un costume sobre mais élégant, une écharpe de laine grise soigneusement nouée autour du cou et tenait une sacoche en cuir. Son allure était calme, posée, presque étrangère à la précipitation ambiante. Il regardait droit devant lui, les yeux perdus dans ses pensées. Claire n'aurait jamais osé aborder un inconnu dans d'autres circonstances. Mais ce jour-là, poussée par le désespoir, elle serra la main de Louis et s'approcha. « S'il vous plaît, allez-y avec moi », dit-elle d'une voix tremblante. L'homme cligna des yeux, surpris. Il la regarda un instant sans comprendre, puis son regard glissa vers Louis, accroché à la jambe de sa mère. Claire rougit aussitôt. « Je suis désolée, je sais que c'est étrange, mais j'ai un entretien très important. Je n'ai personne pour garder mon fils. Je ne vous demande pas de l'emmener loin, juste d'attendre avec lui pendant que je passe l'entrevue. 1 heure, peut-être 2, je ne sais plus quoi faire. » Sa voix se brisa à la fin de sa phrase. L'homme la dévisageait toujours, mais sans hostilité. Il semblait peser le pour et le contre, chercher dans le regard de Claire quelque chose de sincère. Un long silence s'installa, seulement troublé par les annonces des métros en approche. Claire voulut se rétracter, gênée d'avoir osé une telle demande. Elle fit un pas en arrière. « Pardon, oubliez ce que j'ai dit. Je trouverai une autre solution. » Mais alors qu'elle s'apprêtait à tourner les talons, l'homme posa une main légère sur son bras. « Attendez, je n'ai rien de prévu ce matin. Où avez-vous cette entrevue ?» Claire, stupéfaite, cligna plusieurs fois des yeux avant de répondre. « À la Défense, dans la tour Aveline. » Il hocha lentement la tête. « Très bien, allons-y ensemble. » Elle le remercia dans un souffle bouleversé. L'homme s'accroupit devant Louis, lui sourit doucement et lui tendit la main. « Je m'appelle Julien. Et toi ?»« Louis », répondit le garçon à peine audible. Le métro arriva dans un grondement. Claire, Julien et Louis montèrent ensemble. Durant le trajet, Julien ne parla presque pas, mais son calme réconforta Claire. Elle ne cessait de jeter des regards furtifs vers lui, encore incrédule. Elle venait de confier son fils à un parfait inconnu poussé par le désespoir, et cet inconnu avait accepté. Elle ignorait tout de lui, ni son âge, ni ce qu'il faisait dans la vie, ni même pourquoi il avait accepté d'aider une inconnue dans une station de métro parisienne. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle sentait une étincelle d'espoir. Peut-être que ce jour allait enfin marquer un tournant. Elle n'avait cependant aucune idée à quel point cet homme allait bouleverser sa vie. La tour Aveline se dressait parmi les géants de verre de la Défense, froide et imposante, entourée de silhouettes pressées en costumes sombres
et portefeuille de cuir. Claire marchait rapidement, Louis à ses côtés, la main toujours bien agrippée à celle de Julien. Le ciel de décembre était gris et suspendu d'un silence menaçant, mais dans l'esprit de Claire, c'était le tumulte qui dominait. Chaque pas l'éloignait un peu plus de son monde habituel, celui des emplois précaires, des factures impayées et des attentes sans réponse. Elle entrait dans un domaine inconnu, intimidant, où elle se sentait à peine légitime. Julien, de son côté, ne montrait aucune nervosité. Il avançait calmement, avec l'assurance tranquille de ceux qui n'ont rien à prouver. Il jetait parfois un regard à Louis, qui observait les gratte-ciel avec de grands yeux ronds. L'enfant n'avait pas peur. Il semblait simplement fasciné par cette aventure soudaine, comme s'il s'agissait d'un voyage scolaire improvisé. Arrivée dans le hall de la tour, Claire se dirigea vers la réception, indiquant son nom et l'heure de son rendez-vous. Julien resta légèrement en retrait, tenant Louis par la main avec une aisance surprenante. Le hall était vaste, décoré avec un minimalisme luxueux. Marbre clair, lignes épurées, silence feutré, odeur discrète de bois ciré et de café noir. La réceptionniste, une jeune femme aux traits soigneusement maquillés, leva les yeux vers Claire, puis les posa sur Julien avec une curiosité soudaine. Son visage changea subtilement, mais elle ne dit rien. Une fois l'enregistrement terminé, Claire se retourna vers Julien, le regard troublé. « Je suis désolée de vous imposer ça. Je n'ai pas les mots pour vous remercier. Concentrez-vous sur votre entrevue, » répondit-il simplement. « Je m'occupe de Louis. » Elle hocha la tête, jeta un dernier regard à son fils, puis disparut dans l'ascenseur qui l'amènerait aux étages supérieurs. Julien s'assit sur un canapé bas, Louis à ses côtés, les jambes pendantes dans le vide. Ils restèrent silencieux un instant. Puis Julien sortit de sa sacoche un petit carnet et un stylo, les tendit à l'enfant. « Tu veux dessiner ?» Louis acquiesça timidement. Il commença à tracer des formes maladroites, concentrées, tandis que Julien l'observait en silence. Plusieurs employés passaient dans le hall, certains ralentissant légèrement à la vue de Julien, mais personne ne l'interrompit. La réceptionniste, elle, ne cessait de jeter des coups d'œil furtifs dans leur direction. Elle semblait sur le point de dire quelque chose, mais se ravisa à chaque fois. Après une vingtaine de minutes, Louis leva la tête. « Monsieur Julien, vous êtes un ami de ma maman ?» Julien sourit doucement, puis répondit d'une voix calme. « Je l'ai rencontrée ce matin. Elle avait besoin d'aide. »« Vous êtes gentil », déclara Louis après une courte réflexion. Julien ne répondit pas, mais ses yeux se posèrent sur l'enfant avec une bienveillance sincère. Un moment de silence s'installa à nouveau, brisé quelques minutes plus tard par le retour de Claire, les traits tirés mais les yeux brillants d'espoir. Elle se précipita vers eux, se pencha vers Louis, puis se redressa et regarda Julien, presque bouleversé. « Je pense que ça s'est bien passé. » Ils étaient attentifs, intéressés. « C'est la première fois qu'on m'écoute vraiment. » Julien acquiesça avec un léger sourire, puis se leva. « Alors je vous souhaite que cela débouche sur quelque chose de concret. » Elle voulut dire quelque chose d'important, le retenir, lui poser 1000 questions, mais aucun mot ne venait. Julien s'inclina légèrement, salua Louis d'un geste de la main, puis tourna les talons et s'éloigna sans un mot de plus. Claire le regarda s'éloigner dans le hall, son dos droit, sa démarche posée. Une part d'elle espérait qu'il se retournerait, mais non. Il disparut au coin du couloir comme il était apparu, calmement, silencieusement et avec une étrange élégance. Claire resta là quelques secondes, troublée. Elle ne savait toujours rien de cet homme. Il n'avait même pas donné son nom de famille, juste Julien. Et pourtant, il avait accepté de veiller sur son fils, sans poser de questions, sans chercher à en tirer quoi que ce soit. Elle prit Louis dans ses bras, soulagée que tout se soit déroulé sans incident. Son cœur battait encore à tout rompre, mais ce n'était plus seulement de la nervosité. C'était aussi une forme de gratitude profonde, presque bouleversante. Sur le chemin du retour, dans le métro, Louis somnola contre elle. Claire pensait à l'entretien, aux questions posées, à ces réponses qu'elle avait parfois jugées maladroites, à l'attitude bienveillante du recruteur, et surtout à l'homme étrange et discret qui l'avait aidé à franchir ce pas. Elle se demanda un instant s'il n'était pas une sorte d'ange tombé du ciel, mais elle chassa cette pensée aussitôt. Il n'y avait rien de magique là-dedans, juste un homme qui avait vu une femme en difficulté et qui avait fait un choix simple, celui d'aider. Pas pour être remercié, pas pour obtenir quelque chose,
mais juste parce que c'était juste. Arrivée chez elle, elle prépara un déjeuner simple, installa Louis devant un dessin animé, puis s'assit devant son ordinateur, espérant presque recevoir un mail de la société. Mais rien, pas encore. Elle soupira, ferma les yeux quelques instants et revit le visage de Julien. Un visage qu'elle n'était pas prête d'oublier. 4 jours passèrent sans nouvelles. Claire vérifiait sa boîte mail toutes les heures, le cœur serré chaque fois qu'une notification apparaissait sur son téléphone. L'entretien lui semblait désormais flou, presque irréel, comme un rêve évanescent au réveil. Elle se remémorait les regards échangés, les questions posées, ses réponses souvent improvisées mais sincères. Elle s'accrochait à cette idée. Elle avait été elle-même, honnête, transparente, même si elle n'avait pas les diplômes ou l'expérience des autres candidats. Le 5e matin, alors qu'elle sortait de la douche, encore en peignoir et les cheveux trempés, son téléphone vibra sur la table de la cuisine. Elle s'essuya rapidement les mains et décrocha sans regarder l'écran. « Allô ? Bonjour, Claire Moreau ? Ici Chloé Renard, de l'entreprise Néoterra. Je vous appelle concernant votre entretien de la semaine dernière. » Claire sentit son cœur bondir. « Oui, bonjour. Je suis là. Je vous écoute. Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes retenue pour le poste d'assistante en coordination interne. Nous avons beaucoup apprécié votre profil et votre approche humaine. » Un silence. Claire n'y croyait pas. « C'est vrai ? Absolument. Vous commencerez lundi prochain à 9h. Vous recevrez d'ici la fin de la journée les documents à signer par mail. Félicitations, Claire. »« Merci infiniment. » Elle raccrocha, resta quelques secondes immobile dans la cuisine, puis laissa échapper un cri de joie. Louis accourut du salon, effrayé. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» Elle se pencha, le prit dans ses bras et le fit tournoyer dans la pièce. « J'ai eu le travail, mon cœur. On va pouvoir souffler un peu. » Elle rit, des larmes plein les yeux, tandis que Louis l'enlaçait fort, sans tout comprendre mais partageant sa joie. Le week-end fut dédié à la préparation. Elle ressortit une tenue sobre mais soignée, repassa chaque pli, nettoya ses chaussures, relut plusieurs fois les documents reçus. Elle acheta de nouveaux feutres pour Louis, prépara les repas de la semaine et rangea méticuleusement leur petit appartement. Elle voulait que tout commence bien. Lundi matin, elle arriva à la Défense avec une demi-heure d'avance, préférant attendre dans le hall que risquer une mauvaise impression. On lui remit un badge provisoire et elle fut conduite au service de coordination, un open space clair au 13e étage, avec vue sur la ville. L'accueil fut correct, sans chaleur excessive, mais sans hostilité non plus. On lui montra son bureau. On lui présenta brièvement quelques collègues, puis elle fut laissée à ses premières tâches, prise de notes, classement de documents, relecture de comptes rendus. Vers 11h du matin, elle s'accorda une courte pause café. En se dirigeant vers l'espace détente, elle aperçut au bout du couloir vitré une silhouette familière entourée de 3 hommes en costume. Ils parlaient, gesticulaient doucement, écoutaient attentivement. Ce profil, cette stature, cette élégance naturelle, elle les reconnut aussitôt. Son cœur manqua un battement. C'était Julien. Elle se figea, incapable de détourner le regard. Il portait le même type de costume que l'autre jour, sobre, bien taillé, et sa voix, même à cette distance, conservait ce ton calme et posé. L'un des hommes à ses côtés l'appela « Monsieur Lefebvre ». Claire sentit un vertige. Julien Lefebvre. Le nom résonna dans sa mémoire comme un écho soudain. Ce nom, elle l'avait déjà entendu. À la télévision, à la radio, dans un article partagé sur les réseaux sociaux peut-être. Un nom de dirigeant, un nom associé à Néoterra. Le souffle coupé, elle retourna à son poste, tapota nerveusement sur son clavier, incapable de se concentrer. Une collègue s'approcha, une femme d'une 40aine d'années au sourire professionnel. « Tu as l'air ailleurs. Ça va ?»« Oui. J'ai juste une impression étrange. » La collègue jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, vers la direction. « Tu as vu Lefebvre ? Ça surprend toujours la première fois. Il passe rarement dans les étages, mais quand il le fait, tout le monde le sent. » « Ça, c'est le PDG ? » ?»« Oui. Julien Lefebvre, le fondateur de Néoterra. Il dirige la boîte depuis plus de 10 ans. Une légende ici, charismatique, discret, redoutablement intelligent. Il connaît tout le monde, se rappelle des prénoms, même des stagiaires. Personne ne comprend comment il fait. Claire hocha la tête en silence. Elle n'avait plus de doute.
L'homme qui avait gardé son fils pendant son entretien, qui avait accepté sans poser de questions de lui rendre ce service immense, était le PDG de l'entreprise. Elle se sentit soudain minuscule à son bureau, comme une intruse. Pourquoi ne lui avait-il rien dit? Pourquoi s'être mêlé aux passants dans le métro ce matin-là? Et surtout, pourquoi ne pas s'être présenté franchement? Durant le reste de la journée, elle n'osa plus lever les yeux. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait, chaque fois qu'un pas résonnait dans le couloir, elle se tendait, craignant de le voir apparaître. Mais Julien ne repassa plus par là. Le calme revint peu à peu dans l'open space, chacun reprenant ses tâches. Claire, elle, tentait de se recentrer, de travailler sérieusement, mais une part d'elle restait suspendue à cette révélation inattendue. Sur le chemin du retour, dans le métro, elle repensait à cette journée. Elle aurait dû se sentir fière, heureuse même, mais un trouble étrange l'envahissait. Elle avait réussi à entrer dans cette entreprise par son propre mérite. Où l'avait-elle? Et si Julien avait parlé en sa faveur, si sa présence au siège n'était pas une coïncidence? Elle n'avait aucune preuve, rien qu'un soupçon naissant, mais il était déjà trop tard. Le doute s'était installé, et avec lui, une tension nouvelle. Le lendemain matin, Claire arriva plus tôt que d'habitude au siège de Néoterra. La nuit n'avait apporté ni répit ni réponse. Elle avait tourné en rond dans son lit, le regard figé au plafond, repassant chaque détail de sa rencontre avec Julien. Sa voix, sa posture, la manière dont il avait parlé à Louis, son calme impressionnant, et surtout son silence sur son identité. Était-ce une forme de test? Un jeu de pouvoir? Une manière étrange de la juger dans une situation vulnérable? Claire, pourtant pragmatique, ne parvenait pas à comprendre. Ce qu'elle savait en revanche, c'était que désormais, elle allait devoir travailler sous le même toit que cet homme. Et cela la mettait dans un inconfort profond. À 9 heures précises, elle s'installa à son poste, masquant son agitation derrière un calme apparent. Les premières tâches de la journée s'enchaînèrent, mais sa concentration était morcelée. Chaque fois qu'elle entendait des pas dans le couloir, son cœur s'accélérait. Elle voulait l'éviter, ne pas croiser son regard, ne pas avoir à affronter le souvenir de ce moment de détresse dans le métro. Pour elle, c'était une humiliation déguisée, une intrusion du passé dans un présent qu'elle voulait maîtriser, professionnel, contrôler. Mais peu avant 10 heures, alors qu'elle organisait un dossier de suivi pour une réunion, elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna lentement. Julien Lefebvre était là, debout, à 1 mètre d'elle. Il portait une chemise blanche impeccable, sans cravate, et une veste gris foncé. Son expression était neutre, polie, parfaitement professionnelle. « Bonjour Claire ». Le son de sa voix, cette simplicité déconcertante, la prit au dépourvu. Elle se redressa instinctivement. « Bonjour, monsieur Lefebvre ». Il eut un léger sourire, presque imperceptible. « J'espère que tout se passe bien pour vos débuts. »« Oui, merci. Tout va bien. » Un silence tendu s'installa. Il aurait pu ajouter quelque chose, faire allusion à leur rencontre, mais il n'en fit rien. Pas un mot sur Louis, pas un rappel du métro, de cette matinée décisive. Claire, incapable de soutenir son regard, se tourna vers son écran, tentant de masquer son trouble. « Très bien, dit-il simplement. Bonne journée. » Elle ne répondit pas. Lorsqu'elle releva les yeux, il était déjà parti, ayant repris sa marche à travers les bureaux, comme si rien ne s'était passé. Comme s'il n'était qu'un supérieur passant, saluer brièvement un employé. Elle aurait dû se sentir soulagée de cette discrétion, de cette absence de familiarité déplacée. Pourtant, elle se sentit étrangement vide, troublée par ce mélange de distance et de proximité. Les jours suivants, Julien ne reparut pas dans le service. Claire se replongea dans son travail, essayant de ne plus penser à lui, à ce qu'il savait d'elle. Mais le malaise ne disparut pas. Ce n'était pas la simple présence du PDG qui la mettait mal à l'aise, mais le fait que lui, précisément, connaissait une facette d'elle que personne ici n'avait vue. Celle d'une mère en détresse, dans le métro, prête à supplier un inconnu pour garder son fils. Elle craignait qu'il en ait parlé à d'autres, qu'il l'ait mentionné dans un dîner, une réunion, comme un exemple de courage ou de naïveté. Elle craignait, au fond, d'avoir été réduite à une anecdote. Un après-midi, alors qu'elle classait des rapports dans la salle d'archives, elle surprit une conversation entre 2 collègues, appuyés contre la machine à café. « Tu as vu la nouvelle ? Claire, je crois ?» Elle est plutôt discrète, mais le boss est passé la saluer lui-même le 2e jour. C'est rare. « Ah ouais ? Tu crois qu'il la connaît d'avant ?»« Je ne sais pas.
Mais elle a eu le poste très vite, non? C'est peut-être une recommandation directe. Tu sais comment ça marche parfois? Claire recula doucement, le cœur battant. Elle s'enferma dans les toilettes du couloir, respira profondément, les mains appuyées sur le lavabo. Elle détestait cette sensation d'être observée, suspectée. Elle voulait qu'on la voie pour ses compétences, pour son sérieux, pas pour une prétendue proximité avec la direction. Elle avait travaillé dur pour obtenir ce poste, elle le savait. Mais cela ne suffirait peut-être pas à faire taire les rumeurs. Le soir, de retour chez elle, elle retrouva Louis dans son univers rassurant. Ses jouets éparpillés, ses dessins collés sur les murs, son rire clair. Elle se pencha pour lui faire un bisou, l'aida à mettre son pyjama et s'assit sur le canapé pendant qu'il regardait son dessin animé préféré. Elle alluma son ordinateur portable, ouvrit un document vierge et commença à noter tout ce qu'elle faisait au travail, chaque tâche accomplie, chaque problème résolu. Non pas pour se justifier, mais pour garder une trace, une preuve de sa valeur. Elle n'allait pas laisser des soupçons effacer ses efforts, mais elle savait aussi que tant que Julien Lefebvre garderait le silence, tant qu'il ne clarifierait pas leur lien passé ou l'absence de lien, le doute persisterait. Elle aurait pu aller lui parler, lui demander des explications, lui dire qu'elle voulait être jugée pour ce qu'elle faisait ici, et non pour ce qui s'était passé ce jour-là. Mais elle n'en avait pas encore le courage, parce que malgré tout, une part d'elle redoutait la réponse. Elle n'était pas naïve, elle connaissait le monde du travail, les jeux de pouvoir, les interprétations hâtives. Elle savait que certains jugeraient vite, sans chercher à comprendre. Et elle savait aussi que Julien, par son simple statut, avait le pouvoir d'influencer les perceptions, même sans rien dire. Alors, elle décida de faire ce qu'elle avait toujours fait, avancer, travailler, prouver sa valeur jour après jour. Et si un jour elle devait affronter Julien, ce serait sur un terrain clair, avec la tête haute, pas comme une inconnue dans un métro, pas comme une mère désespérée, mais comme une professionnelle, debout, à sa juste place. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Claire chez Néoterra. Le rythme intense du poste l'avait obligée à se plonger pleinement dans ses missions. Chaque matin, elle arrivait la première, vérifiait les agendas, préparait les dossiers des chefs de service, classait des documents, corrigeait des comptes rendus de réunions, coordonnait des échanges entre les équipes. Peu à peu, elle avait réussi à imposer une forme d'ordre dans un département qui, selon ses collègues eux-mêmes, fonctionnait jusqu'alors avec un certain désordre. Mais malgré ses efforts et son efficacité, Claire sentait qu'un mur invisible la séparait encore des autres. Les conversations s'arrêtèrent souvent quand elle approchait. Les pauses café devenaient silencieuses à son arrivée. On la saluait par politesse, mais sans chaleur. Certains la traitaient avec distance, comme si elle n'était pas totalement à sa place. Et Claire avait l'intuition que cela avait un lien direct avec Julien Lefebvre. Depuis leur échange bref et professionnel, il n'était pas revenu dans le service, mais son ombre semblait flotter au-dessus d'elle. L'idée persistante que sa présence ici n'était pas le fruit d'un simple recrutement anonyme continuait d'alimenter les murmures. Un jeudi matin, alors qu'elle remplissait un tableau de suivi pour le service logistique, elle reçut un appel interne. « Claire Moreau ? Ici Élodie, des ressources humaines. Est-ce que vous auriez un moment pour passer à notre bureau ? Rien de grave, juste quelques documents à signer. » Elle s'y rendit dans l'heure. Le bureau des ressources humaines se trouvait à l'étage supérieur, près de la direction. En entrant, elle fut accueillie par Élodie, une femme élégante d'une 50aine d'années, qui l'invita à s'asseoir avec un sourire cordial. « Claire, je tenais à vous remercier pour votre implication depuis votre arrivée. Les retours de votre service sont très positifs. » Claire acquiesça, sans oser répondre. « Je voulais aussi vous parler de votre recrutement, » reprit Élodie en consultant un dossier posé devant elle. « Peut-être que vous ne le saviez pas, mais votre candidature a été directement transmise à notre direction par le bureau du président. » Claire sentit un courant glacé la traverser. « Le président ? Vous parlez de Monsieur Lefebvre ? » « Oui, » confirma Élodie sans détour. « C'est lui qui nous a signalé votre profil, en demandant à ce qu'on vous reçoive rapidement. Il nous a simplement dit que vous aviez retenu son attention pour votre courage et votre attitude, sans entrer dans les détails. » Claire resta figée. Son cœur battait plus fort, mais elle força sa voix à rester neutre. « Et est-ce que d'autres personnes sont au courant de cette recommandation ? » Officiellement, non. Seuls les membres du comité de direction ont eu connaissance de cette instruction.
Mais vous savez, dans une entreprise comme la nôtre, les choses circulent. Les gens observent, spéculent. Il est possible que certains aient fait le lien. Claire hocha la tête lentement. Elle comprenait enfin pourquoi certains collègues gardaient leur distance, pourquoi certains regards étaient teintés de suspicion. Elle ne devait pas sa place uniquement à ses compétences, mais aussi à l'intervention directe du président. Cela changeait tout. Je vous dis cela parce que je pense que vous avez le droit de savoir, poursuivit Élodie. Et aussi parce que je crois sincèrement que vous avez prouvé que vous méritez cette place. Votre travail parle pour vous. Claire la remercia d'un signe de tête, se leva, signa les documents qu'on lui tendait, puis quitta le bureau en silence. Dans l'ascenseur, elle fixait son reflet, tentant de comprendre ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas de la colère. C'était un mélange d'humiliation et de confusion. Julien l'avait aidée sans lui demander son avis, sans la prévenir, sans lui dire que grâce à lui, les portes s'étaient ouvertes. Et maintenant, elle devait porter ce fardeau invisible, celui d'une dette qu'elle n'avait jamais contractée. Elle retourna à son bureau, salua brièvement ses collègues et reprit son travail comme si de rien n'était. Mais l'après-midi, alors qu'elle classait des documents dans le système interne, une notification attira son attention. Julien Lefebvre venait de s'ajouter à la réunion de suivi mensuelle du département coordination prévue pour le lendemain matin. C'était inhabituel. Le PDG ne participait jamais à ce type de réunion. Claire sentit son estomac se nouer. Était-ce une coïncidence? Voulait-il la voir, lui parler? Elle ne savait plus quoi penser. Le lendemain, à 9 heures précises, la réunion débuta dans la grande salle vitrée du 15e étage. Tous les chefs de section étaient présents, ainsi que Claire, chargée de prendre les notes et de synthétiser les informations. Julien entra quelques minutes après tout le monde. Il salua brièvement, prit place à l'extrémité de la table et se contenta d'écouter pendant la majeure partie des échanges. Claire, concentrée sur son clavier, sentait pourtant son regard peser sur elle à plusieurs reprises. Vers la fin de la réunion, Julien demanda la parole. « Je voulais simplement remercier l'équipe coordination pour les efforts récents. J'ai vu une nette amélioration dans la circulation de l'information entre les services. Je sais que cela demande rigueur et constance. » Il jeta un bref regard en direction de Claire. « Continuez ainsi. Vous avez toute ma confiance. » Le silence fut bref mais perceptible. Certains membres du groupe échangèrent un regard. Claire, elle, ne leva pas les yeux. Elle nota la phrase comme une autre, impersonnelle, distante. Mais elle sentit qu'elle lui était adressée directement. Après la réunion, alors qu'elle rangeait ses affaires, Julien s'approcha d'elle discrètement. « Vous avez un moment, Claire ?» Elle hocha la tête, le suivit jusqu'au couloir, où il l'invita à marcher un peu. Ils longèrent la baie vitrée qui donnait sur les toits de Paris. Il attendit qu'il soit à l'écart pour parler. « Je suppose que vous avez appris que j'étais intervenu pour votre candidature. » Claire répondit d'une voix basse, presque dure. « Je l'ai appris, oui. Je comprends que cela puisse vous mettre mal à l'aise. Ce n'était pas mon intention. Alors pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Pourquoi faire cela en silence, comme si je ne devais pas savoir ?» Julien prit une inspiration, puis dit simplement « Parce que je ne voulais pas que vous vous sentiez redevable. Ce que j'ai vu, ce jour-là, dans le métro, c'était une femme forte, déterminée, digne, dans une situation difficile. Ça m'a rappelé ma mère. Elle aussi a élevé un enfant seul, dans des conditions compliquées. Je sais ce que c'est que de devoir tout gérer, seul, sans réseau, sans aide. » Claire détourna le regard, émue malgré elle, mais garda la voix ferme. « Je n'ai pas besoin de pitié. » Ce n'était pas de la pitié, c'était du respect. Un silence s'installa. Claire fixait l'horizon, Paris en miniature sous leurs pieds. « J'ai travaillé dur pour mériter cette place, et je veux que les gens ici le sachent. Ils finiront par le voir, si ce n'est pas déjà le cas, dit-il. Elle le regarda enfin droit dans les yeux. « Je ne veux pas être un cas particulier. Je veux être jugé pour ce que je fais, pas pour ce que vous avez fait. Alors prouvez-leur ce que vous valez. Vous en avez largement les moyens. » Puis, sans ajouter un mot, il s'éloigna, la laissant seule devant les vitres, les mains croisées, le cœur bousculé. Elle ne savait pas encore ce que cette conversation allait déclencher en elle, mais une chose était claire. Elle ne fuirait pas. Elle avancerait, déterminée à effacer toutes les traces de dette par la seule force de son travail. Les semaines suivantes furent d'une intensité redoutable pour Claire. Déterminée à s'imposer par son travail, elle redoubla d'efforts, ne laissant rien au hasard. Elle arrivait chaque jour avant tout le monde, partait souvent après les autres,
et s'impliquait dans chaque projet, chaque échange interdépartemental avec une rigueur inflexible. Son efficacité et sa capacité à trouver des solutions là où ses collègues voyaient seulement des procédures ralentissantes finirent par porter leurs fruits. Plusieurs responsables d'équipe commencèrent à la solliciter directement, appréciant son sens de l'organisation et sa discrétion. Mais malgré ces progrès visibles, Claire sentait un courant sous-jacent, une tension invisible mais constante. Un matin de février, alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans l'ascenseur, elle surprit un groupe de collègues dans le hall, parlant à voix basse, mais avec une agitation inhabituelle. Elle n'entendit que quelques mots, mais ils suffirent à éveiller sa méfiance. Protégée du président. Tu sais comment elle a été recrutée, hein? Tout le monde sait que ce n'est pas pour son CV qu'elle est là. Claire s'immobilisa un instant, le cœur serré, puis prit l'ascenseur sans se retourner. Dans son bureau, elle tenta de se concentrer, mais l'écho de ses phrases ne cessait de résonner. Depuis le début, elle savait que certains collègues la regardèrent de travers, mais entendre ces insinuations de façon si directe confirmait ce qu'elle craignait. Un véritable bruit de couloir s'était installé autour d'elle. Elle n'était plus seulement l'assistante nouvellement embauchée, mais une cible silencieuse d'un soupçon venimeux. Dans les jours qui suivirent, la situation s'aggrava. Certains collègues qui lui adressaient autrefois la parole cessèrent brusquement toute interaction. D'autres refusaient de lui transmettre des informations essentielles ou tardaient volontairement à répondre à ses demandes. L'un des chefs de projet l'exclut même d'une réunion à laquelle elle devait assister, en prétendant que sa présence n'était pas nécessaire. Claire commençait à douter de tout et de tous. Elle notait chaque comportement étrange, chaque parole déplacée, chaque regard appuyé. Mais ce fut une conversation involontairement interceptée qui confirma la source du problème. Un soir, alors qu'elle restait tard pour finaliser une présentation de flux interdépartemental, elle entendit des voix provenant du bureau voisin, dont la porte avait été laissée entr'ouverte. Elle reconnut la voix de Gérald Martel, l'un des cadres les plus anciens de la coordination, un homme réputé pour son orgueil et sa résistance au changement. Il parlait à un collègue, visiblement irrité. « Tu sais ce que je pense de cette fille ? Elle croit quoi qu'elle va venir ici tout organisée en 2 mois parce que Lefebvre a eu un coup de cœur pour elle dans le métro ? C'est grotesque. On sait tous pourquoi elle est là. Ce genre de favoritisme, ça ruine la dynamique d'équipe. Elle n'a rien prouvé. Rien. » Claire recula le souffle court. Elle referma doucement la porte du bureau, éteignit son ordinateur et quitta l'étage sans un mot. Dans le métro, elle fixait son reflet dans la vitre, luttant contre les larmes. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était une forme de trahison. Elle avait donné tout ce qu'elle pouvait. Elle avait assumé des responsabilités bien au-delà de son poste. Elle avait évité toute forme de familiarité avec Julien, précisément pour ne pas alimenter ce genre de rumeurs. Et pourtant, cela n'avait pas suffi. De retour chez elle, elle mit Louis au lit, puis s'assit dans le silence de la cuisine. Elle rassembla tous les documents qu'elle avait compilés, les comptes rendus rédigés, les tableaux comparatifs, les améliorations de processus. Elle chercha une forme de preuve tangible de son apport, comme si elle devait se préparer à se défendre, non pas face à une évaluation formelle, mais contre une attaque sourde, insidieuse. Le lendemain, elle demanda un rendez-vous avec Élodie des ressources humaines. Elle expliqua, sans colère mais avec fermeté, les comportements récents, les phrases entendues, l'exclusion des réunions, le ton méprisant de certains collègues. Élodie l'écouta en silence, hocha la tête à plusieurs reprises, puis prit une inspiration. « Vous n'êtes pas la première à me signaler que le climat s'est tendu ces derniers temps, Claire. Et pour être franche, je pense savoir d'où cela vient. Gérald Martel s'est plaint à plusieurs reprises de votre présence, sans raison concrète, en insinuant que vous aviez des passe-droits. Nous allons prendre ça très au sérieux. Vous avez toujours fait preuve de professionnalisme, et vos résultats parlent d'eux-mêmes. » Claire la remercia mais sortit du bureau avec un goût amer. Elle aurait aimé que ses résultats suffisent à la protéger, que l'entreprise valorise réellement l'effort et le mérite. Mais la réalité était plus complexe. Gérald Martel, fort de son ancienneté, d'un réseau interne tissé au fil des années, pouvait faire du tort sans jamais se salir les mains. 2 jours plus tard, Julien revint dans l'étage, à l'improviste. Il s'adressa brièvement à quelques responsables, puis se dirigea directement vers Claire. « Un instant, s'il vous plaît. » Elle le suivit jusqu'à une salle de réunion vide. Il ferma la porte,
puis la regarda avec sérieux. « J'ai été mise au courant de ce qui se passe. J'aurais dû anticiper. Je suis désolé. » Claire le fixa, les bras croisés. « Ce n'est pas à vous de vous excuser, c'est à ceux qui laissent pas faire. » Julien hocha la tête, puis dit calmement « Je vais organiser une réunion avec les RH et la direction opérationnelle. Cette situation ne peut pas durer. Et je veux que vous sachiez que je soutiendrai toute décision que vous prendrez, y compris celle de quitter ce poste si cela devient insupportable. » Claire le regarda longuement puis répondit d'un ton ferme « Je ne suis pas venu ici pour partir la tête basse. Je suis venu pour apprendre, évoluer, construire quelque chose. S'ils veulent que je parte, ils devront me le dire en face. » Julien esquissa un sourire discret, puis acquiesça. « Alors restons droits et faisons les choses comme il faut. » Le rendez-vous fut fixé pour la semaine suivante. Mais dès cet instant, Claire sut qu'elle ne laisserait plus personne décider à sa place. Pas Julien, pas Martel, pas les murmures d'un couloir. Elle s'était tue trop longtemps. Maintenant elle parlerait. Et elle le ferait avec des faits, avec la dignité qu'il avait toujours définie. Le soir même où Julien avait promis d'intervenir auprès de la direction et des ressources humaines, Claire rentra chez elle avec un sentiment étrange de soulagement mêlé à de l'appréhension. Elle avait accepté de rester, déterminée. Mais le poids des regards, des murmures, des soupçons la rongeait encore. Dans la petite cuisine éclairée par une lampe blafarde, tandis que Louis dormait dans la chambre voisine, elle se perdit dans ses réflexions. Elle repensa à ce matin dans le métro, à sa voix tremblante, à la figure calme de l'homme en costume. Elle repensa à tout ce qu'elle avait sacrifié pour offrir un avenir à son fils. Et elle se demanda si, en acceptant l'aide de cet inconnu, elle n'avait pas trahi une part de sa dignité, ou au contraire, préservé quelque chose de plus fort. Le lendemain, en arrivant au siège de Néo-Terra, l'atmosphère paraissait différente, plus tendue, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Elle marcha vers le couloir menant aux ascenseurs et aperçut la porte entr'ouverte d'une salle de réunion proche. À l'intérieur, elle distingua des silhouettes. Curieuse malgré elle, elle ralentit le pas, mais un regard émergea de l'ombre et la fixa. C'était Julien. À ce moment, tout autour sembla s'évanouir. Il referma la porte devant elle. Elle fut invitée à s'asseoir dans un fauteuil simple, tandis qu'il se tenait debout adossé au mur, les mains jointes devant lui. Le silence s'éternisa quelques instants, suffisamment pour qu'elle songe à s'excuser d'être venue, à regretter d'espérer des explications qu'il pourrait ne jamais donner. Puis il parla d'une voix calme, sans hâte. « Je voulais vous donner des explications, Claire. Je comprends qu'il n'est pas facile pour vous de vous retrouver dans cette situation. » Elle détourna les yeux. Elle sentait ses joues chauffer, comme si la peur se mêlait à l'espoir. « Quand je vous ai aidé dans le métro ce matin-là, je n'avais aucune idée que vous chercheriez un emploi. Je vous ai simplement vue, errante dans la foule, le désespoir visible dans votre regard. J'ai vu une mère prête à tout pour son enfant. J'ai reconnu dans votre détresse celle que ma mère a vécue quand j'étais petit. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle avait longtemps gardé le silence sur sa mère. Elle avait grandi dans l'idée qu'il fallait survivre, sans demander, sans attendre. Ce n'était pas un sujet qu'elle évoquait souvent, encore moins dans un cadre professionnel. Julien continua. « Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que je puisse vivre. Elle m'a appris qu'on ne doit jamais juger quelqu'un, pas sans connaître ses peurs, ses nuits sans sommeil, ses dettes, ses cris silencieux. J'ai voulu agir, sans calcul, sans arrière-pensée, juste parce que je ne pouvais pas rester immobile face à une détresse. » Il marqua une pause, regarda ses mains, puis releva les yeux droit vers Claire. « Mais après votre embauche, j'ai vu ce regard de soupçon de certains, les chuchotements, la mise à l'écart. J'ai compris que mon geste, à défaut d'apaiser vos peurs, risquait de porter ombrage à votre réputation. Et ce n'est pas ce que je souhaitais. » Un silence immense s'installa. Dans l'air flottait l'écho des doutes, des commérages, des doutes qu'elle avait posés sur elle-même. Elle se sentit vulnérable, exposée, comme si, en l'aidant, il avait ouvert une porte qu'elle n'arrivait plus à refermer. Elle aurait voulu fuir, hurler qu'elle n'avait besoin de rien, ni charité, ni protection. Elle voulait être libre de prouver sa valeur. Mais quelque chose dans la faiblesse de sa voix, dans le regret de son regard, la poussa à rester. Elle inspira, puis demanda d'une voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru possible. « Pourquoi ne m'en avoir parlé qu'aujourd'hui, quand je demandais des explications à la direction des ressources humaines? Pourquoi ne pas m'avoir dit dès le début que c'était vous, que c'était le président de l'entreprise qui intervenait pour moi ?» Julien baissa les yeux un instant.
Puis il répondit doucement, « Parce que je voulais que vous veniez pour vous, pour vos compétences, votre courage, votre humanité. Je ne voulais pas que vous pensiez devoir quelque chose en retour. Je refusais l'idée que vous soyez redevable à quoi que ce soit. Ce que je vous offre n'est pas une dette à rembourser. Si j'avais agi différemment, en vous présentant comme une protégée, vous n'auriez jamais eu la même liberté. Et je n'aurais pas respecté ce que j'admire en vous. » Les mots frappèrent Claire avec une force inattendue. Elle pensa à toutes les nuits sans sommeil, aux factures non payées, aux regards des autres, si lourds de condamnation. Elle pensa surtout à Louis, à son petit garçon qui ne comprenait pas les luttes des adultes, mais qui, chaque matin, lui donnait une raison de continuer. Elle avait eu peur que l'aide de cet homme la réduise à une dette éternelle, une faveur qui serait toujours mentionnée. Mais en le regardant, elle comprit qu'il choisissait de lui rendre la dignité, plutôt que la pitié. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, le regard clair. « Je ne veux pas de votre pitié, je veux seulement dormir la tête tranquille, savoir que ce que je fais compte pour ce que c'est. Je veux être jugé sur mon travail, pas sur une bienveillance que vous aviez pour une mère en difficulté. » Julien acquiesça très légèrement, puis il ajouta « Vous l'êtes déjà. Chaque jour que vous venez, chaque fichier que vous traitez, chaque difficulté que vous surmontez. Je ne vous offre plus rien aujourd'hui sauf mon respect, et la garantie que ce respect est mérité. » Elle prit une profonde inspiration. Puis, d'une voix ferme mais douce, elle dit « Alors je vous demande de ne pas parler de cet incident. Pas à qui que ce soit, pas aux collègues, pas à la direction. Laissez ma réputation se forger seule, sans bruit. » Julien sourit, pour la première fois depuis longtemps. Un sourire intime, sincère. Il hocha la tête. « Comme vous le souhaitez. » Elle quitta la salle sans un mot de plus, les jambes un peu vacillantes, le cœur apaisé. De retour à son bureau, elle s'assit, regarda l'écran vide, puis l'alluma. Le bruit des claviers autour d'elle paraissait moins pesant qu'avant. Elle sentit une sorte de paix fragile s'installer. Elle ne savait pas ce que les jours suivants lui réserveraient. Les regards froids, les jugements, les rumeurs pouvaient revenir à tout moment. Mais elle savait désormais que ce qui l'avait conduite ici, sa détermination, sa dignité, son amour pour son fils, n'était l'œuvre ni de la pitié, ni du hasard, mais de son propre courage, et que si quelqu'un avait cru lui offrir une dette, c'était une erreur, parce qu'il n'y avait rien à rembourser, seulement à vivre, et à construire pierre après pierre, jour après jour, une place acquise de haute lutte. Le printemps s'installait lentement sur Paris, rendant les matinées un peu moins mordantes et les fins de journée plus lumineuses. Claire, désormais installée dans sa routine au sein de Néoterra, continuait à travailler avec un dévouement silencieux. Les tensions s'étaient atténuées, non pas par une intervention brutale ou une explication publique, mais par la seule persistance de ses résultats. Jour après jour, elle avait prouvé qu'elle méritait sa place. Ses rapports étaient clairs, ses analyses pertinentes, ses échanges toujours respectueux et efficaces. Les voix qui l'avaient critiquée s'étaient peu à peu tues, étouffées par l'évidence de sa compétence. Mais quelque chose changeait en profondeur. Claire ne se contentait plus d'exécuter les tâches confiées. Elle commençait à voir au-delà, à identifier des dysfonctionnements structurels dans la communication entre les départements. Des doublons dans les tâches, des retards liés à un manque de coordination, des données dispersées dans des logiciels mal synchronisés. Plutôt que de s'en plaindre ou de les contourner, elle décida de s'y attaquer frontalement. Elle passa plusieurs soirs à travailler sur un projet qu'elle baptisa simplement Pont Interne. L'idée était d'instaurer un système centralisé de partage d'informations, accessible à tous les départements, avec des canaux thématiques et des outils simples mais robustes. Elle mit en place une présentation claire, conçut des schémas, des exemples de flux, des propositions d'amélioration, en s'appuyant sur des cas concrets qu'elle avait rencontrés dans ses premières semaines. Lorsqu'elle eut terminé, elle demanda à son responsable direct, un cadre intermédiaire discret mais juste, l'autorisation de présenter son initiative à l'équipe lors de la prochaine réunion mensuelle. « Tu es sûr de vouloir présenter ça ?» lui demanda-t-il, un sourcil levé. « Ce genre de projet, c'est ambitieux. Certains risquent de te regarder de travers. » Claire hocha la tête sans hésitation. « Justement, c'est une façon de prouver que je ne suis pas seulement là pour exécuter. J'ai une vision, et je pense qu'elle peut nous faire gagner du temps et de l'efficacité. » Le jour de la réunion, elle prit la parole devant une vingtaine de personnes. Sa voix tremblait légèrement au début, mais elle se stabilisa à mesure que les diapositives défilaient.
Elle expliqua les pertes de temps causées par la fragmentation des informations, les confusions générées par le manque de coordination, les erreurs évitables qui s'étaient répétées. Elle démontra comment son système pourrait rationaliser les échanges, fluidifier les processus, rendre chaque employé plus autonome et réactif. À la fin de son exposé, la salle resta silencieuse. Quelques regards étaient neutres, d'autres surpris. Puis, un responsable de la logistique leva la main. « Ce que vous proposez, Claire, c'est une vraie remise à plat de nos habitudes. Et même si ça peut être inconfortable, je dois dire que vos arguments sont solides. J'aimerais tester votre système dans mon équipe. » Ce fut le début d'un effet boule de neige. Une deuxième équipe suivit, puis une troisième. En quelques semaines, la solution proposée par Claire fut adoptée par 5 départements. Les résultats ne tardèrent pas à se faire sentir. Moins de réunions inutiles, moins de doublons dans les courriels, moins de retard dans les livrables internes. La direction prit note de ces améliorations. Julien, silencieux mais attentif, suivait les rapports hebdomadaires qui mentionnaient à répétition le nom de Claire. Un matin, elle fut convoquée pour un point informel dans une petite salle du 14e étage. En entrant, elle trouva Julien seul, en train de consulter un tableau blanc rempli de graphiques et de notes. « Claire, merci d'être venue. » Elle s'assit, droite, professionnelle, sans montrer la moindre gêne. Elle n'était plus la femme tremblante du métro, ni même l'assistante sur la défensive des premières semaines. Elle avait changé, elle le savait, et Julien le voyait aussi. « Votre projet interne a produit des résultats très concrets, » dit-il en montrant les chiffres. Certains responsables parlent déjà d'une possible généralisation à l'ensemble de l'entreprise. Je voulais vous féliciter directement. Claire inclina la tête poliment. Je suis heureuse que cela ait pu servir. J'ai simplement utilisé mon expérience sur le terrain pour apporter quelque chose d'utile. Julien sourit. C'est exactement ce que j'attends de mes équipes. Vous êtes en train de passer d'un rôle de support à un rôle de proposition. Et c'est précieux. Elle ne répondit pas. Elle sentait venir une autre proposition, peut-être un changement de poste, un nouveau défi. Mais rien ne fut dit ce jour-là. Il la laissa partir avec une phrase simple. « Continuez. Vous êtes sur la bonne voie. » Cette reconnaissance discrète la toucha plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle se mit au travail avec une énergie nouvelle. Elle affina les outils, écouta les retours des équipes, adapta son projet. Bientôt, même les collaborateurs qui l'avaient ignoré ou méprisé au départ vinrent à lui demander conseil. Sans forcer, sans revendiquer, elle était devenue une référence. Et ce changement d'attitude autour d'elle n'était pas dû à une parole de Julien, ni à un privilège. Il était né de son initiative, de sa constance, de sa capacité à transformer l'observation en solution. À la maison, Louis continuait à grandir dans un climat plus serein. Claire parvenait à lui consacrer plus de temps. Leur soirée retrouvait une douceur oubliée. Elle lui racontait des histoires, l'aidait avec ses premiers devoirs, l'écoutait parler de ses journées à l'école. L'équilibre, fragile mais réel, prenait forme. Un soir, alors qu'elle classait des documents, elle tomba sur le premier brouillon de son projet Pont interne, griffonné sur une feuille tachée de café. Elle l'a relu avec un sourire. Ce n'était pas seulement un schéma de flux ou une idée de gestion. C'était une preuve qu'elle avait sa place, qu'elle pouvait bâtir, créer, améliorer, qu'elle pouvait exister dans ce monde d'entreprise sans se plier à la logique des privilèges ou des compromis. Elle rangea le brouillon dans une chemise cartonnée. Il ne servait plus à rien dans son travail actuel, mais il resterait pour elle le symbole d'un tournant silencieux. Le moment où elle avait cessé d'être simplement la mère célibataire aidée par le PDG et où elle était devenue enfin Claire Moreau, professionnelle reconnue, bâtisseuse d'outils et de ponts. L'ascension professionnelle de Claire n'était plus une simple impression, mais une réalité observable. Ses collègues venaient à elle spontanément, reconnaissant sa capacité à fluidifier les échanges et à résoudre des blocages internes que personne n'avait eu le courage ou la lucidité d'affronter auparavant. Pourtant, derrière les compliments polis et les félicitations en réunion, Claire sentait encore que quelque chose résistait. Il y avait une tension sourde, un murmure qui ne s'éteignait pas complètement. Et ce malaise, elle le percevait avec acuité dans le comportement de Gérald Martel. Depuis le début, Claire avait identifié Martel comme l'un de ses opposants les plus actifs. Il ne s'en prenait jamais à elle directement, mais ses décisions internes, ses omissions dans les communications importantes et son ton passif-agressif
trahissait un agacement constant face à son évolution. Il l'ignorait ostensiblement en réunion, reprenait systématiquement ses suggestions ou les redirigeait vers d'autres collaborateurs pour en atténuer l'impact. Plus d'une fois, Claire avait retrouvé des documents modifiés, des données falsifiées ou encore des retards imputés à ses outils, alors que les erreurs venaient d'ailleurs. Jusqu'à présent, elle avait décidé de garder le cap, convaincue que la qualité de son travail parlerait d'elle-même. Mais l'obstination de Martel à miner ses avancées devint si manifeste qu'elle comprit qu'il ne s'agissait plus d'un simple conflit d'ego. C'était une tentative délibérée de nuire à sa réputation. Un mardi matin, alors qu'elle finalisait un rapport sur les gains de productivité générés par le projet Pont Interne, Claire reçut un message anonyme via la messagerie interne de l'entreprise. Le ton était direct, sans salutation. « Fais attention à Martel. Il utilise ton projet comme prétexte pour installer un outil concurrent avec une boîte extérieure. Il veut faire croire que ton système est obsolète. Regarde dans les échanges avec Sigma Data. Tu trouveras ce qu'il cache. » Claire resta un instant figée, le regard fixé sur l'écran. Elle savait que cette messagerie n'était pas sécurisée, mais le message semblait venir d'un employé conscient des enjeux internes. Elle ouvrit immédiatement l'historique des échanges entre Martel et Sigma Data, un prestataire informatique récemment en contact avec plusieurs départements. L'accès au courriel était restreint, mais grâce à une autorisation temporaire liée à son rôle de coordinatrice des flux internes, elle put consulter les dossiers communs. Ce qu'elle découvrit confirma ses pires soupçons. Martel avait mené, en toute discrétion, des négociations avec Sigma Data pour le déploiement d'un logiciel privé ressemblant étroitement à l'architecture du projet conçu par Claire. Il avait renommé certaines fonctionnalités, modifié les interfaces, mais les fondations étaient identiques. Pire encore, dans une note confidentielle adressée à un directeur technique, Martel justifiait ce choix en avançant que le système interne improvisé par une employée inexpérimentée avait atteint ses limites et que la montée en puissance de l'outil nécessitait désormais une structure externe professionnelle. Claire sentit une colère froide l'envahir. Elle imprima les documents, les captura sur clé sécurisée, puis planifia une rencontre avec Julien. Mais avant de le prévenir, elle décida de ne pas agir seule. Elle retourna voir Élodie des ressources humaines, cette fois avec les preuves en main. Ensemble, elles consultèrent le service juridique interne. Les documents étaient clairs, les intentions de Martel aussi. Appropriation de travail, tentative de substitution, manipulation d'informations. Julien convoqua une réunion d'urgence pour le vendredi suivant. Tous les directeurs de département furent invités, ainsi que Claire, Élodie et 2 membres de la cellule de conformité. L'atmosphère dans la salle était tendue dès les premières minutes. Julien resta silencieux jusqu'au moment où il invita Claire à s'exprimer. Elle se leva, droite, le regard assuré, les mains posées à plat sur la table. Elle n'avait ni notes ni discours écrits. Elle parla avec calme, exposant les faits, montrant les correspondances extraites, comparant les 2 projets avec précision, dénonçant la tentative de Martel de détourner son travail au profit d'un prestataire extérieur. Les visages autour de la table restaient figés. Martel, lui, croisa les bras, tentant un sourire crispé. « Ce sont de fausses interprétations. Sigma Data travaille sur un projet totalement différent, dit-il. Julien le coupa net. « Gérald, nous avons comparé les 2 outils. Les noms changent, mais les structures, les logiques de fonctionnement, les protocoles, tout est identique. Vous avez détourné le travail de Claire Moreau et vous avez tenté de le disqualifier pour imposer une solution externe inutilement coûteuse. » Le ton était ferme, sans appel. Martel voulut protester, mais Julien poursuivit. « Ce genre de comportement met en péril la confiance dans notre capacité à innover de l'intérieur. Nous avons investi dans le potentiel de nos employés et votre attitude va à l'encontre de cette politique. » Le verdict fut sans appel. Martel fut suspendu temporairement de ses fonctions dans l'attente d'une décision du comité disciplinaire. Claire, elle, fut invitée à continuer le développement de son projet à une échelle plus large, en lien direct avec la direction. Ce jour-là, alors qu'elle quittait la salle de réunion, plusieurs collègues l'attendirent dans le couloir pour la féliciter. Certains s'excusèrent même pour leur comportement passé. Une ingénieure de la section informatique l'approcha discrètement. « On savait que tu travaillais bien, mais là, tu nous as tous bluffés. » Claire ne répondit que par un léger sourire. Ce n'était pas une victoire personnelle contre un homme.
C'était une démonstration que l'intégrité et la rigueur finissent par l'emporter, même dans un environnement dur, même face à des oppositions puissantes. Elle rentra ce soir-là plus fatiguée que jamais, mais aussi plus légère. Elle avait défendu son travail, ses idées et surtout son nom. Pour elle, pour lui, pour chaque personne qui un jour voudrait faire sa place sans tricher, sans plaire à tout prix, mais simplement en restant fidèle à soi-même. La réunion qui avait provoqué la suspension temporaire de Gérald Martel marqua un tournant non seulement pour Claire, mais pour l'ensemble du climat interne de Néoterra. En quelques jours, l'événement se répandit silencieusement dans tous les départements. Les visages qui, auparavant, regardaient Claire avec une forme de scepticisme ou d'indifférence, se tournèrent désormais vers elle avec une curiosité mêlée de respect. Elle n'était plus la simple assistante entrée par un concours de circonstances, ni même la créatrice du projet de coordination. Elle était devenue celle qui avait osé dénoncer une injustice flagrante dans une entreprise, où le silence avait trop longtemps protégé les plus anciens. Julien Lefebvre, bien que discret dans ses gestes, marqua son soutien à Claire de manière institutionnelle. Il demanda une réunion disciplinaire officielle, afin que l'affaire Martel soit traitée selon les règles internes, mais aussi dans le but d'envoyer un message clair à l'ensemble des équipes. Il n'y aurait plus de tolérance pour les détournements de travail, les abus de pouvoir ou les campagnes de discrédit dissimulées sous des manœuvres bureaucratiques. La date de la réunion fut fixée pour un vendredi matin, dans une salle habituellement réservée au comité de direction. Claire reçut une convocation formelle, non pas en tant qu'accusée, mais en qualité de plaignante et témoin principal. Lorsqu'elle s'y présenta, elle portait une chemise blanche parfaitement repassée, un pantalon sobre, et gardait cette allure simple mais assurée qui était devenue sa marque. À son arrivée, plusieurs personnes étaient déjà là. Élodie du service RH, 2 membres du conseil éthique de l'entreprise, un représentant du département juridique et, bien sûr, Julien, assis au bout de la table. Martel entra quelques minutes plus tard, l'air fermé, mais tentant de masquer son amertume derrière un calme factice. Il salua brièvement les membres du comité, sans même regarder Claire. L'audition débuta par un rappel des faits, puis la parole fut donnée à Claire. Elle se leva, les mains posées sur la table, et parla avec la même maîtrise que lors de la réunion précédente. Elle reprit point par point les éléments qu'elle avait découverts, les courriels, les schémas de projet, les similitudes entre son propre système et celui présenté par Sigma Data. Elle expliqua comment elle avait été volontairement écartée de certaines réunions cruciales, comment des décisions avaient été prises dans son dos pour décrédibiliser son travail, et comment Martel avait tenté de manipuler l'opinion de ses collègues en instillant le doute sur sa légitimité. Chaque phrase qu'elle prononçait résonnait dans la pièce avec clarté. Elle ne laissait aucune place au doute, mais évitait les attaques personnelles. Elle décrivait des faits, des décisions, des preuves tangibles. Elle démontrait la mécanique subtile, mais destructrice du sabotage professionnel. Lorsqu'elle eut terminé, elle se rassit sans chercher l'approbation de personne. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. En face d'elle, Martel restait impassible, mais ses doigts trahissaient une nervosité croissante. Le représentant juridique prit alors la parole et lut à haute voix les correspondances récupérées, les métadonnées des documents, les propositions faites à Sigma Data. Chaque élément accréditait la version de Claire. Puis Julien, qui jusque-là avait gardé le silence, prit la parole à son tour. « Nous sommes ici pour garantir l'équité. Ce que nous avons vu ces dernières semaines met en lumière un comportement incompatible avec les valeurs de cette entreprise. Claire Moreau n'a pas seulement conçu un outil efficace, elle a fait preuve d'intégrité, de professionnalisme et de courage. Ce sont précisément ces qualités que nous cherchons à encourager chez nos collaborateurs. » Il marqua une pause, regarda Martel. En revanche, détourner le travail d'un autre, manipuler des processus pour discréditer un collègue et utiliser sa position pour tenter d'imposer un fournisseur externe à des fins personnelles sont des actes graves. Martel tenta une défense faible, parlant de malentendus, d'une volonté d'améliorer les outils internes, d'un excès de zèle mal interprété. Mais aucun membre du comité ne semblait convaincu. Le ton de ses propos trahissait un refus d'assumer la moindre responsabilité. Il parlait comme si tout cela n'était qu'un fâcheux concours de circonstances. Après une brève délibération à huis clos, le comité revint avec une décision sans appel.
Gérald Martel serait démis de ses fonctions avec effet immédiat. Il pourrait contester la décision devant une commission externe s'il le souhaitait, mais il était désormais interdit d'accès aux systèmes internes de Neoterra et relevé de toutes ses responsabilités. L'annonce fut faite avec une froideur administrative, mais elle provoqua un bouleversement silencieux dans toute l'entreprise. Claire, pour sa part, ne montra ni triomphe ni jubilation. Elle remercia sobrement les membres présents, salua Julien avec un simple regard, puis quitta la salle. Elle se rendit ensuite directement à son poste de travail, où plusieurs collègues l'attendaient. Des visages autrefois fermés s'ouvrirent à elle. On l'invita à déjeuner. On lui proposa de rejoindre des groupes de travail transversaux. On l'écoutait désormais avec une attention nouvelle, mais c'est surtout un message qu'elle reçut le soir même, qui lui donna une forme de reconnaissance plus intime. Une jeune collaboratrice, stagiaire dans le département administratif, lui écrivit via la messagerie interne « Merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous m'avez donné le courage de ne plus accepter certains silences. » Claire lut le message en silence, les doigts posés sur le clavier sans répondre immédiatement. Elle pensa à ses premiers jours, au métro bondé, à la peur, à la solitude, et elle comprit que ce qu'elle venait de faire dépassait de loin la simple défense de son projet. Elle avait brisé un mécanisme invisible qui empêchait tant d'autres de s'affirmer. Ce soir-là, elle rentra chez elle sous un ciel clair, avec la sensation d'avoir franchi un seuil invisible. Non pas celui de la victoire sur un adversaire, mais celui de l'acceptation, de la légitimité. Elle avait gagné une bataille qu'elle n'avait jamais demandé à mener, mais qu'elle avait conduite avec une droiture rare. Et désormais, plus personne ne pourrait lui retirer ce qu'elle avait conquis. Après la réunion disciplinaire qui avait mis un terme à la carrière de Gérald Martel au sein de Neoterra, le quotidien de Claire évolua à un rythme nouveau. Elle ne courait plus derrière la reconnaissance. Elle n'essayait plus de prouver ce qu'elle valait. Son nom désormais circulait dans les couloirs avec respect. Les réunions où elle intervenait n'étaient plus ponctuées de silences gênés ou de regards en coin, mais d'échanges attentifs et de discussions constructives. Elle avait acquis, sans compromis ni artifice, une position de force qui ne devait rien à personne d'autre qu'à elle-même. Un matin, peu après avoir terminé une présentation pour un audit interne, elle reçut un message directement de l'assistante de Julien Lefebvre. Il l'invitait à un café informel à l'extérieur du bureau, à 18h, dans un établissement discret près du parc Monceau. Il ne s'agissait pas d'un ordre ni d'une convocation. Le ton était simple, presque amical. Claire hésita un instant, pesa la nature de cette demande. Elle n'avait jamais eu de rencontre privée avec Julien, en dehors du cadre professionnel depuis leur toute première interaction dans le métro. L'idée de croiser à nouveau cette frontière lui déplaisait, mais elle sentait aussi que ce rendez-vous avait une portée particulière. Elle répondit qu'elle serait présente. À 18h pile, elle poussa la porte du café. Julien était déjà là, installé à une table au fond de la salle, sobrement vêtu d'un pull sombre et d'un manteau gris. Il se leva à son approche, lui adressa un sourire discret et lui indiqua une place en face de lui. « Merci d'être venue, Claire. Je suis là. Vous aviez quelque chose à me dire. » Julien prit le temps de commander 2 cafés avant de répondre. Il regardait par la fenêtre, le regard perdu un instant dans les silhouettes des passants, avant de se tourner de nouveau vers elle. « Ce que vous avez accompli ces derniers mois est remarquable. Vous avez réussi à imposer une solution interne, née d'une observation fine du terrain, à fédérer autour de vous malgré l'adversité. Et vous avez fait tout cela sans jamais perdre votre intégrité. » Claire écoutait, sans interrompre. Il poursuivit. « Il y a un projet sur lequel je travaille depuis un moment. C'est une initiative sociale à laquelle je tiens beaucoup. Elle vise à accompagner les femmes seules avec enfants dans leur insertion professionnelle. Pas à travers des aides ponctuelles ou des discours institutionnels, mais par la création d'un écosystème solide, accès à des formations concrètes, garde d'enfants intégrés, accompagnement personnalisé. J'ai décidé que ce projet verrait le jour dans l'année qui vient, et je voudrais que vous le dirigiez. » Claire recula légèrement sur sa chaise, prise de court. Elle ne répondit pas tout de suite. Julien poursuivit, conscient de la portée de sa demande. Ce ne serait pas une faveur. Ce ne serait pas un geste personnel. Ce serait une responsabilité réelle, à la tête d'une cellule indépendante, avec une équipe, un budget, des objectifs clairs. Ce projet portera votre empreinte si vous l'acceptez, mais il implique aussi de sortir de votre rôle actuel, de quitter votre poste à la coordination et d'assumer une fonction transversale,
à plus haute visibilité. Claire resta silencieuse. Elle avait rêvé, parfois, de prendre en charge un projet porteur de sens, mais elle n'avait jamais imaginé que cela viendrait de Julien, et surtout pas sous la forme d'une mission aussi symbolique, aussi liée à son propre parcours. Elle sentit une pression sourde s'installer, comme si cette proposition la renvoyait à ce qu'elle avait été, à ce matin où elle avait demandé de l'aide dans un métro bondé, à cette peur d'être vue à travers le prisme d'une histoire personnelle transformée en opportunité professionnelle. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle enfin, la voix posée mais ferme. « Pourquoi ce projet? Et pourquoi maintenant ?» Julien ne chercha pas à l'embellir. « Parce que vous incarnez exactement les valeurs que je veux insuffler à ce programme. Parce que vous êtes passé par là, mais vous n'y êtes pas resté. Parce que vous avez prouvé que la compétence, l'audace, la rigueur peuvent surgir même dans les circonstances les plus précaires. Et parce que vous savez mieux que quiconque dans cette entreprise ce qu'il faut pour transformer une situation de fragilité en une force durable. » Claire croisa les bras, s'appuya contre le dossier de sa chaise. Elle n'était pas insensible à ces mots, mais elle ne voulait pas que cette mission soit perçue comme une extension de sa biographie. Elle voulait que, si elle l'acceptait, ce soit en tant que professionnelle, en tant que femme compétente, capable de diriger un projet d'envergure, et non comme une figure d'exemple symbolique. « Je ne suis pas un modèle, dit-elle. Je suis une employée comme les autres, qui a fait ce qu'elle devait pour survivre et avancer. » « Justement, répondit Julien. Et c'est cette normalité-là qui rend votre parcours si universel. Ce projet n'aura de valeur que s'il est dirigé par quelqu'un qui parle vrai. Vous êtes cette voix. Elle baissa les yeux sur la tasse encore fumante. Le silence s'installa. Elle comprenait l'enjeu. Elle voyait ce que cette mission pouvait signifier non seulement pour elle, mais pour celles qui viendraient après. Pour toutes les femmes que l'on considère souvent comme des statistiques, mais qui en réalité portent des projets, des enfants, des rêves, des luttes invisibles. Julien ajouta enfin d'un ton calme « Prenez le temps d'y réfléchir. Rien ne presse. Mais sachez que si vous dites oui, vous aurez toute mon écoute et toute mon autonomie. Ce projet sera le vôtre. » Claire hocha lentement la tête. Elle ne donna pas de réponse ce soir-là. Elle sortit du café sans se retourner, traversa le parc en silence, les pensées bousculées par l'ampleur de ce qui venait de se passer. Elle pensa à Louis, à ses débuts dans l'entreprise, à ses peurs, à ses réussites. Elle savait que cette décision pouvait tout changer, mais elle savait aussi qu'elle n'avait plus peur de choisir. Claire ne répondit pas immédiatement à la proposition de Julien. Elle prit plusieurs jours pour y réfléchir, loin de l'agitation du bureau, loin des pressions extérieures et des attentes non dites. Elle évita même, volontairement, de parler du sujet avec ses collègues proches, préférant garder cette réflexion au niveau intime où elle se sentait plus libre. Ce projet, elle le comprenait, ne représentait pas seulement une avancée dans sa carrière. Il symbolisait un tournant personnel, une manière de redéfinir ce que pourrait être sa vie à partir de ce moment. Elle utilisa son week-end pour se recentrer. Elle emmena Louis au parc, partagea avec lui des moments simples, des jeux dans le sable, des promenades sans destination précise. Elle observa son fils courir, tomber, se relever, rire. Elle vit dans ses gestes la force tranquille de ceux qui ne se posent pas de questions sur demain, mais qui le construisent en vivant pleinement chaque instant. Elle se demanda ce qu'il penserait plus tard, en apprenant que sa mère avait refusé ou accepté une mission aussi importante. Mais très vite, elle se rappela que cette décision, bien qu'impactant leur avenir, ne devait pas être dictée par l'image qu'elle voulait lui transmettre, mais par sa propre conviction. Lundi matin, elle demanda un rendez-vous formel avec Julien. Elle entra dans son bureau à 10 heures précises, sans nervosité excessive, mais avec une détermination claire dans la posture et la voix. « J'ai pris le temps de réfléchir et je suis prête à accepter votre proposition, mais à une condition. » Julien la fixa, intéressé, sans interrompre. « Si je prends la tête de ce projet, je veux pouvoir constituer mon équipe moi-même. Je veux avoir le choix des profils, des compétences, sans qu'on m'impose des personnes simplement disponibles. Je veux qu'on me laisse la liberté de fixer les objectifs internes, les méthodes de travail et le rythme d'implantation. Je ne veux pas être une figure symbolique. Je veux être la décisionnaire. » Julien sourit, non par moquerie, mais par satisfaction. Il s'attendait à cette exigence et quelque part il l'espérait. C'est exactement ce que j'espérais entendre. Ce projet a besoin d'une direction réelle, pas d'une façade. Vous aurez votre indépendance. Mais vous serez aussi responsable de ses résultats.
C'est ce que je demande, confirma Claire. Je ne veux rien recevoir sans rendre. Ce projet devra être solide, mesurable, efficace. Pas un prétexte pour améliorer l'image de l'entreprise. Julien acquiesça. Un contrat interne fut établi dans les jours suivants, prévoyant une période de 6 mois de développement initial avec un budget alloué, un bureau indépendant et la possibilité d'un renouvellement annuel en fonction des résultats. Claire quitta officiellement son poste de coordinatrice opérationnelle après avoir formé une collègue à la reprise de ses outils. Elle salua les équipes avec une sobriété qui lui était propre, sans grands discours ni fausses promesses. Beaucoup l'applaudirent en silence, reconnaissant, voire admiratifs. La mise en place du projet, baptisé Élan, commença dans un bâtiment satellite de Néoterra, situé à quelques rues du siège principal. Claire reçut les premières candidatures internes pour intégrer l'équipe de pilotage. Une ancienne éducatrice reconvertie en gestionnaire de formation, un responsable logistique ayant élevé seul ses 2 filles, une développeuse freelance spécialisée dans les plateformes d'insertion. Elle les rencontra tous personnellement, posa des questions précises, écouta leurs attentes, leurs visions. Elle les choisit non pour leur conformité aux profils habituels de l'entreprise, mais pour leur capacité à comprendre, à s'adapter, à créer sans arrogance. L'équipe fut constituée en moins de 3 semaines. Ensemble, ils redéfinirent les axes d'action du programme. Un module de formation professionnelle court et concret, un partenariat avec une association locale pour la garde d'enfants, un accompagnement psychologique accessible et surtout, un dispositif d'intégration directe dans certaines branches de Néoterra pour les profils les plus avancés. Claire gérait chaque étape avec une précision qui impressionnait même les plus expérimentés. Elle ne tolérait ni les retards, ni les approximations, mais elle écoutait toujours les propositions et savait adapter le plan lorsque c'était nécessaire. Elle instaurait des réunions hebdomadaires, exigeait des rapports d'étape concis et rencontrait chaque bénéficiaire du programme individuellement, refusant que le projet devienne un simple mécanisme administratif. Au sein de Néoterra, les échos du projet Élan se faisaient déjà sentir. Certains cadres, d'abord sceptiques, commencèrent à y voir une réelle valeur stratégique. La direction des ressources humaines proposa d'intégrer certains modules à la politique interne de diversité. Julien, fidèle à sa parole, n'intervint jamais dans les décisions. Il suivait les rapports, participait ponctuellement à certaines réunions d'évaluation, mais laissait Claire diriger selon sa méthode. Un jour, lors d'une session de travail tardive, Claire se retrouva seule dans son bureau, les volets mi-clos, entourée de documents et de fiches de suivi. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et observa les rues de Paris en contrebas. Elle pensa à tout le chemin parcouru, de la jeune femme désespérée dans le métro de Montparnasse à la responsable d'un projet social pilote dans une des entreprises les plus respectées du pays. Elle pensa aux doutes, aux humiliations, aux combats quotidiens pour être prise au sérieux. Et elle sut avec une clarté absolue que chaque étape avait compté. Elle n'était plus là pour survivre. Elle était là pour bâtir, pas pour raconter son histoire, mais pour offrir à d'autres la possibilité d'écrire la leur. Et cette mission, elle l'accomplirait selon ses propres termes, avec sa voix, sa force et sa dignité. L'année s'était écoulée avec une intensité que Claire n'aurait jamais pu prévoir. Le projet Élan, lancé presque dans le silence, avait rapidement attiré l'attention, non seulement à l'intérieur de Néoterra, mais aussi dans le paysage entrepreneurial parisien. Les résultats concrets, soigneusement documentés, parlaient d'eux-mêmes. Plus de 50 femmes avaient été accompagnées au cours de la première année, dont une trentaine avaient retrouvé un emploi stable ou intégré un programme de formation qualifiante. Parmi elles, une majorité étaient des mères isolées, longtemps invisibilisées par les dispositifs classiques d'aide. Les témoignages recueillis lors des bilans trimestriels montraient non seulement une évolution professionnelle, mais aussi une reconstruction personnelle. Claire, de son côté, avait refusé toutes les sollicitations médiatiques. Elle avait décliné les interviews, les portraits, les vidéos de communication interne. Elle ne voulait pas devenir un symbole ou une marque. Elle voulait que le projet vive par son efficacité, pas par une narration édulcorée. Pourtant, à mesure que les succès s'accumulaient, il devint impossible pour la direction de ne pas mettre en avant ce modèle d'innovation sociale. Julien lui-même la prévint qu'un événement de reconnaissance serait organisé en fin d'année, réunissant l'ensemble des équipes de Néoterra. Les partenaires sociaux et institutionnels,
ainsi que les bénéficiaires du programme Élan. Claire accepta d'y participer, non par goût de l'exposition, mais parce qu'elle comprenait désormais l'importance de rendre visible ce qui fonctionne. Il ne s'agissait plus d'elle, mais de celle qui viendrait après, de celle qui attendait encore une chance. La cérémonie eut lieu dans l'auditorium principal du siège de Néoterra, un espace vaste et épuré, décoré pour l'occasion avec sobriété. Sur les murs, des photos en noir et blanc montraient des moments clés du programme. Des formations, des échanges, des sourires, des gestes simples de confiance retrouvés. L'assistance était nombreuse. Des salariés de tout niveau, des représentants de la mairie de Paris, des journalistes spécialisés en innovation sociale, mais aussi, mais surtout, des femmes et des enfants que Claire avait croisés au fil des mois. Louis était là, assis au premier rang, à côté de l'équipe du projet. Il tenait un petit badge à son nom et observait tout avec la fascination d'un enfant qui comprend, sans vraiment le formuler, que quelque chose d'important se joue autour de lui. Lorsque Claire fut appelée sur scène, elle gravit les quelques marches sans précipitation, droite, le regard franc. Julien l'attendait au centre, un micro à la main. Il n'avait pas préparé de longs discours. Il dit simplement « Parfois, les plus grandes transformations naissent d'un geste simple. » D'une main tendue, d'une porte ouverte, d'un regard qui ne juge pas. Claire Moreau n'a pas seulement dirigé un projet, elle a montré ce que signifie construire à partir de rien, avec rigueur, avec respect, avec humanité. Il se tourna vers elle puis ajouta « C'est un honneur pour moi de l'avoir parmi nous et un privilège de lui donner la parole aujourd'hui. » Claire prit le micro. Elle n'avait écrit aucun texte. Elle parla comme elle avait toujours travaillé, avec clarté, sans fioriture, mais avec une intensité discrète. Quand j'ai commencé ici, je ne savais pas combien de temps je resterais. Je venais chercher un emploi, pas une mission. Mais petit à petit, ce lieu est devenu plus qu'un lieu de travail. C'est devenu un espace de possible. Elle regarda brièvement vers Louis, puis reprit « On pense souvent que les parcours doivent être linéaires, qu'il faut suivre un modèle pour réussir. Mais la réalité, c'est que les plus belles réussites sont souvent imprévues, fragiles, imparfaites. Ce que j'ai fait ici, je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec une équipe, avec des femmes qui ont accepté de croire en elles à nouveau, malgré toutes les raisons de douter. Ce que nous avons bâti n'est pas un miracle. C'est du travail, de l'écoute, de la constance. Et c'est accessible. Il suffit qu'on accepte de regarder autrement ceux que l'on croit éloignés. » Elle termina sans pathos, sans grand effet. Elle fut applaudie longuement. Les regards qu'elle croisa n'étaient pas ceux de l'admiration passive, mais de la reconnaissance sincère. Après la cérémonie, elle passa du temps à échanger avec les invités. Plusieurs bénéficiaires du programme la prirent dans leurs bras, lui confièrent ce qu'elle n'avait jamais osé dire en public. Une d'entre elles, une mère de 2 enfants récemment embauchée comme agente de logistique, lui souffla à l'oreille « C'est grâce à vous que je me tiens droite aujourd'hui. Vous ne m'avez pas sauvée. Vous m'avez rappelé que je pouvais encore me sauver moi-même. » Claire reçut ces mots comme on reçoit une promesse. Elle ne répondit pas. Elle se contenta de serrer la main de cette femme avec force. Ce soir-là, de retour chez elle, elle retrouva Louis qui dessinait sur la table du salon. Il leva la tête, sourit, puis lui tendit une feuille. Dessus, une maison, 2 personnages tenant la main et un soleil large au centre. En bas, avec ses lettres d'enfant, il avait écrit « Maman est la chef des mamans ». Claire sourit. Elle s'assit à côté de lui caressa doucement les cheveux puis ferma les yeux un instant. Elle ne savait pas de quoi demain serait fait. Peut-être que le projet Élan changerait d'échelle, peut-être qu'elle serait appelée à en développer d'autres, peut-être qu'elle choisirait un jour un chemin encore différent. Mais une chose était certaine, elle n'avait plus à se justifier. Elle n'avait plus à s'excuser d'exister, ni à cacher les failles de son passé. Elle avait transformé un acte désespéré en un parcours admirable, sans jamais renier ses principes. Elle avait trouvé sa place. Et cette place, elle l'avait conquise pas à pas, sans faux semblant, sans raccourci, portée par la seule force de sa volonté et de sa dignité.